Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le 28 mai prochain célébrera la fête de toutes les mamans. Petits et grands, maris et enfants auront à cœur de satisfaire ce jour-là tous ses désirs. Inutile pour autant de casser la tirelire. Le plus beau cadeau est celui qui parle avec tendresse. Observez-la, écoutez-la. C'est le plus sûr moyen de trouver l'idée capable de la combler. En ce jour de la fête des mères, pensez à son réveil. Portez-lui son petit déjeuner au lit. À celle que vous aimez et qui vous aime, préparez-lui une journée qu'elle n'est pas prête d'oublier, puisqu'elle sortira du quotidien. Bref, vous partirez avec elle à la campagne ou encore vous visiterez un château, un musée, le tout ponctué d'un déjeuner au restaurant où elle prendra tout ce qu'elle aime. C'est son jour, celui où elle a le droit de tout faire, de tout dire et même de ne rien faire, de ne rien dire. Le reste concerne des sentiments qui ne s'écriront jamais. Mais tout de suite, place à Agnès qui vous présente le journal. Je vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie. Bonsoir. Bonjour, information locale, l'Assemblée générale de l'harmonie municipale, l'église Le Clocher remis à neuf, les jardins familiaux, Monsieur Spatz reçoit les palmes académiques. Information régionale, concert à Jepsheim. Et puis Fessenheim teste un robot européen. Sport, pétanque et du football. Et le magazine sera une excursion au Népal. Nous avons vécu une journée historique aujourd'hui avec des événements qui rentreront dans l'histoire. Après les présidentielles et alors que le nouveau président de la République prend ses fonctions, les Français vont devoir retourner dans les bureaux de vote puisque les élections municipales se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin. Le conseil municipal de Biesheim a donc tenu son dernier conseil municipal mardi soir. Le maire, Georges Trécher, a remercié les conseillers pour leur travail et l'ensemble du personnel des services municipaux pour l'accomplissement de leurs tâches. Il eut une pensée émue pour l'adjoint Louis Burget, décédé en cours de mandat. Assemblée générale pour l'harmonie municipale. La réunion était orchestrée par son nouveau président, Dominique Schütz, avec un ordre du jour réglé comme il se doit, comme du papier musique. Un reportage sans fausse note de Loïc Gutmann. Je voudrais commencer par vous saluer, notamment Monsieur le maire, d'avoir pris sur son temps pour assister à la lecture de nos activités. L'harmonie municipale s'est produite pour la première fois en Belgique en octobre 1980, après 2 années de solfège et 1 année d'instrument. Pierre Pacorel souligne que 6 musiciens de la formation d'origine sont présents à ce jour. Dans son rapport moral, le président remercie le chef, Pierre Pacorel, pour son dévouement au sein de l'harmonie et de l'école de musique, ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu accepter de participer aux travaux du bureau, qui se réunit en moyenne 1 fois par mois. Ce qui concerne le niveau 3, parce qu'on avait évoqué au début d'année de faire un niveau un peu plus perfectionné, il n'y a pas eu de demandeurs, donc le cours n'a pas eu lieu. Mais il peut toujours avoir lieu l'année prochaine si des musiciens se manifestent. Depuis le 26 août 1994, Le social de Biesheim organisera durant les vacances d'été son centre de loisirs sans hébergement pour les enfants de 5 à 10 ans. Ce service fonctionnera du 4 au 31 juillet, tous les jours ouvrables, sauf le samedi. 80 enfants pourront être accueillis dans les locaux de l'ancienne école primaire. La participation forfaitaire pour l'ensemble du séjour est de 380 francs par enfant. Et le centre de loisirs présente également un programme d'été intéressant pour les 10-16 ans. Alors par exemple, les 11, 12 et 13 juillet, des activités sportives très variées à Biesheim ou à ses environs. Du 17 au 21 juillet, un séjour à Orbey.
et tout un panel d'activités pour des séjours de différentes durées, avec ou sans hébergement. Alors pour vous renseigner précisément sur ces différents séjours, vous pouvez le faire à la mairie en téléphonant à Karine au 89 72 01 40. Et un autre numéro de téléphone qui va s'afficher tout de suite sur votre écran, c'est chez Madame Bulac au 89 72 68 04. Des travaux de réfection sur le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Au cours d'une vérification de l'installation de protection contre la foudre, la pièce de métal qui supporte la pointe a été trouvée très usée. C'est pour ça qu'elle a été immédiatement enlevée. Les travaux de réfection sont effectués par l'entreprise Protiba, qui en profite également pour réparer le coq troué par plusieurs tirs de balles à la carabine. Des images de Bernard Roche. Pascal Demez, non-voyant, a remercié les donateurs qui lui ont permis d'acheter un chien guide. Les donneurs sont le Théâtre Alsacien de Bissheim, la SCB, les Quilleurs, le Tennis Club, le Lions Club Vauban de Neuf-Brisach, le Lions Club Schweitzer de Colmar, l'Amicale des sapeurs-pompiers de Bissheim, les Amis des aveugles de Colmar, les voisins du quartier et la mairie. Pascal Demez avait également invité au pot de l'amitié ses collègues de travail et M. Joseph Durand, président de TLB. N'oubliez pas le grand marché aux puces et brocantes à Bissheim. La société de quilles amicale Bissheim organise son marché aux puces et brocantes jeudi 25 mai, le jeudi de l'Ascension. Il débutera le matin à 6h et se terminera vers les 19h. Ce marché, comme toutes les années, se déroulera rue de l'Église, rue des Capucins, rue du Centre, rue Lucien-Veil. Pour les inscriptions et renseignements, téléphonez à M. Aufort au 89 72 62 10. Et puis surtout, si vous avez des objets encombrants dans vos caves ou dans vos greniers, venez faire un stand, vous serez les bienvenus, vous ferez une bonne action. Et sur place, vous pourrez également prendre le repas. Mais pour ceci, il vaudrait mieux réserver. Alors au menu, saucisses, frites, merguez, qui seront proposées avec différentes animations. Réservez dès maintenant cette date, c'est le jeudi de l'Ascension. Nous retrouvons maintenant le feuilleton du printemps. Pour le 7e épisode des Jardins familiaux, Audrey et Muriel nous présentent comme chaque semaine l'animation des jardins, comme chaque semaine le jardinomètre, et cette semaine tout spécialement la rhubarbe. 15 mai, 17h, 20 degrés, jardiniers assez nombreux, le président en forme. Après un week-end maussade, le soleil et la douceur sont enfin de retour. Les jardiniers en profitent pour désherber, biner, semer et buter les pommes de terre. Mais aussi arroser, car malgré les dernières pluies, les tomates ont soif. On se croirait dans un champ en été, avec ses marguerites et le chant des petits oiseaux. En ce moment, sur nos tables, la rhubarbe. Quel délice cette tarte à la rhubarbe, recouverte d'une bonne crème chantilly. Et quel plaisir pour les enfants d'apercevoir ce lézard, tout heureux de se dorer au soleil. Mais ne rêvons plus, il faut aussi entretenir le gazon. Tout ce gazon qui nous fait oublier un instant
que nous sommes dans les jardins familiaux. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour de nouvelles aventures. L'Association des médaillés de l'Ordre des Palmes académiques, autrement dit l'AMOPA, a tenu cet après-midi son assemblée générale. Et cette réunion a eu lieu à Biesheim, en raison de la présence de Madame Kibler, qui est proviseure du collège de Vogelsheim et qui a elle-même les palmes académiques. L'occasion de remettre 2 palmes académiques, dont une à un ancien Biesheimer, M. Spatz. Olivier a suivi leur parcours tout au long de cet après-midi. Aujourd'hui même, ce mercredi, avait lieu l'Assemblée générale de l'AMOPA. Entendez par là l'Association des médaillés de l'Ordre des Palmes académiques. 109 personnes se sont déplacées pour cette Assemblée générale qui avait cette année choisi la commune de Biesheim. En effet, Madame Kibler, proviseure du lycée de Vogelsheim, avait reçu ses palmes académiques. Aujourd'hui, M. Drouot s'est également vu remettre la cravate du commandeur de l'ordre. La visite du musée de l'optique et du musée gallo-romain était donc une étape indispensable pour nos palmipèdes qui n'ont pas manqué une goutte des explications. Les banquettes en argile qui servaient aux fidèles et vous voyez très bien là la niche où il y avait le bas-relief. Alors le problème c'est comme il y avait très peu de terre, tout avait été récupéré, enfin beaucoup de choses avaient été récupérées et pour la grande fresque avec Mitra égorgeant le taureau, on n'a que de très petits éléments fragmentés. Alors qu'à Strasbourg par exemple à Königshofen ils ont retrouvé au musée archéologique. Le comité directeur d'Issivom Art Nord a tenu lundi soir sa dernière séance plénière avant, elle aussi, les élections municipales. Les élus ont voté le réaménagement de la plateforme douanière de Vogelgrün. Une structure infobest sera mise en place au pont du Rhin. Il s'agira d'un point de conseil et d'information. La jeunesse musicale du Ried a tenu son concert de printemps à Jepsheim. Une première partie de soirée animée par la jeunesse musicale du Ried et une deuxième par l'écomusique d'Alsace. Un reportage de Bernard Roche. La jeunesse musicale du Ried organise son concert de printemps à Jepsheim. L'écomusique d'Alsace participait également à ce concert. Cet orchestre d'harmonie, composé d'une 50aine de musiciens, est dirigé depuis sa création par Astrid Jund. La première partie était animée par la jeunesse musicale du Ried sous la direction de José Gomez. Les musiciens ont interprété « Let Me Try Again » de Caravelli, ou les années guitare de Michel Fugain par exemple. Pour la seconde partie, Astrid Jund dirige les musiciens de l'écomusique d'Alsace. Au programme, l'ouverture de Rossini, West Side Story ou Space Medley.
La foire européenne du pain, du vin et du fromage éco-biologique de Rouffach se tiendra du 25 au 29 mai, le week-end de l'Ascension encore. 5 jours de conférences, de prestations musicales et de présentation des aliments issus de culture biologique. Essai d'un robot européen à la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce robot est issu d'une étude européenne. 6 pays participent au projet, dont le coordonnateur est EDF. Il est sorti pour la première fois de son laboratoire pour être testé en milieu industriel à la centrale de Fessenheim. Claude, qui travaille à la centrale, n'a pas eu de mal à nous rapporter ces images. Un petit robot de reconnaissance capable de se déplacer en zone nucléaire fait ses premiers tours de chenille à la centrale nucléaire de Fessenheim. Il est l'aboutissement d'un projet de recherche européen réunissant 13 partenaires venant de 9 pays européens. Ce robot a une masse de 50 kg et une longueur de 92 cm. Il peut se déplacer dans un rayon de 30 mètres muni d'une caméra vidéo et de capteurs de détection d'obstacles. Il est commandé à distance par radio et il peut servir de plateforme équipée d'instruments de mesure. La sécurité, il faut y faire attention partout, que ce soit en centrale nucléaire, sur la route. Et en prévention de sa sécurité au volant, il faut faire contrôler son véhicule automobile. Un centre mobile de sécurité de l'Automobile Club d'Alsace sera à la disposition des automobilistes désireux de faire vérifier leur véhicule. Il sera à Biesheim, au parking du stade. Retenez bien cette date, ce sera le mardi 6 juin de 7h45 à 11h45 et de 13h à 16h. Samedi de 7h45 à 11h15. Ce centre est ouvert aux membres de l'Automobile Club d'Alsace ainsi qu'à tous les automobilistes désirant adhérer. Par ailleurs, le correspondant local et le chef de centre sont habilités pour recevoir les nouveaux membres et nouveaux adhérents éventuels. Pour éviter des attentes inutiles, il est recommandé de se faire inscrire auprès du correspondant à la mairie. Il y avait de la pétanque à Biesheim le week-end dernier. Une rencontre pour la Coupe du Haut-Rhin, qualificative pour les quarts de finale de la poule B. Jean-Michel a suivi la boule. Biesheim recevait Saint-Louis vendredi soir. Ce troisième tour s'annonçait très difficile. Et finalement, c'est Saint-Louis qui remporte la victoire par 5 points à 4 et prend ainsi la tête de la poule B, suivi de Biesheim et Sausheim ex-aequo à la seconde place. Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Biesheim reçoit l'ASPTT Mulhouse vendredi 19 mai à 19h. Et Biesheim doit impérativement gagner ses 2 tours pour accéder aux quarts de finale. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Ouais, ça va. On a bien marqué là, tiens. Allez Jean-Michel, prépare-toi. Bien tiré, toi. I believe I'm taking it up. Yes, I need a little water of love. Oh, bien, bien.
Voici maintenant les résultats du handball avec la section handball de l'ASCB. Les seniors féminines ASB Bissheim ont marqué 13 points contre Altkirch 14. Les cadettes ASCB 13, Altkirch 6. Les cadettes finissent à la 5e place du championnat du Haut-Rhin. Et chez les benjamins, l'ASCB 9 points et Fessenheim 5. L'ASCB Bissheim gagne le match devant le forfait d'Altkirch. Football, beaucoup de suspense lors de la rencontre Bissheim-Jutz. Après un début de match très favorable à Bissheim, les Lorrains égalisèrent et le score final annonçait 2-2. Un reportage de Momo. Allez, Jacques, on y croit, les gars, allez! Allez, bien! Et voici sur les conseils de Virginie le programme du foot de cette semaine. Ce soir à 19h, ne tardez pas, le match va se terminer. Les Minimes ont rencontré le SR Colmar pour un quart de finale de la Coupe Encouragement. Samedi, les Poussins 3 recevront l'ASPTT Colmar 2 à 14h15. Les Poussins 2 iront à Witzenheim à 15h. Les Poussins 1 accueilleront l'ASPTT Colmar à 15h. Les Pupilles seront aussi à domicile contre Ingersheim à 16h. Les Minimes iront jouer au RC Mulhouse à 15h45. Les cadets se déplaceront à Bervillers à 16h. Les juniors joueront à domicile contre Uningue à 16h. L'équipe 1 jouera son dernier match du championnat au stade municipal contre Vendeuvre à 17h45. Et l'équipe 3 recevra l'équipe de Jepsheim à 20h. Enfin, dimanche 21 mai, l'équipe 2 se déplacera à Bervillers à 15h et l'équipe 4 ira jouer à Herlisheim à 10h. Et puis enfin, pour être complet dans notre rubrique sportive, le programme de la section handball. Samedi, l'équipe senior 1 se déplace à Colmar à 20h. L'équipe senior 2 reçoit Guebwiller 2 à 20h. Et enfin, l'équipe senior féminine reçoit Ensisheim 2 à 18h30. Le magazine de TLB prend de l'altitude et le magazine de ce soir va atteindre des sommets, 6500 mètres à peu près. En effet, le 8 octobre 1993, à 17h, Didier Demeuzy et Alain Biget atteignaient le sommet du Tripura Yunkoli, un petit peu difficile à prononcer. Ça se situe au Népal et à 6420 mètres d'altitude. Après 3 jours de progression difficile sur l'arête sud-ouest, ce fut la première ascension par cette voie de ce mont du Népal. En réalisant la première ascension de ce sommet, il concrétisait 2 ans de préparation et le rêve de toute une équipe. Le long de la frontière qui sépare le Népal de la République populaire de Chine se dresse la plus haute chaîne de montagnes du monde, l'Himalaya. Après le sommet géant du Dhaulagiri, le GAM, groupe alpin de haute montagne d'Audincourt, s'attaque à un sommet encore vierge, le Tripura Yunkoli, dans le massif du Kanjiroba Himal.
Le 6 septembre 1993, une équipe du groupe alpin débarque à Katmandou et règle les derniers préparatifs indispensables à l'expédition. Pendant ce temps, le matériel est répertorié, puis réparti sous forme de charge de 20 kg. De plus, il est nécessaire d'utiliser une agence de trekking qui se charge de l'obtention du permis d'ascension, de fournir les tentes, le cuisinier et ses aides, les porteurs et le sirdar, qui fait fonction de chef de groupe, de guide et d'interprète. Seule la vallée de Katmandou offre aux voyageurs l'exemple d'une telle concentration de culture, de chefs-d'œuvre artistiques et de traditions aussi variées que les gens et les coutumes. Katmandou, qui vous fera découvrir qu'une expédition himalayenne, c'est avant tout la découverte d'un autre monde. C'est aussi un voyage dans un autre temps. Rien d'étonnant que Katmandou, niché dans la combe des plus hautes montagnes de la Terre, ait acquis la réputation d'être le royaume où les divinités se mêlent aux mortels. C'est là que se dressent à quelques kilomètres d'innombrables sanctuaires, comme ici à Bhaktapur, la cité des fidèles. Plus à l'abri du tourisme que dans la capitale, les habitants ont su préserver leur caractère et leurs identités. Les rues, lieux de travail et de rencontres, bordées de maisons traditionnelles, s'ouvrent sur des places où s'élèvent ces édifices religieux. L'eau des fleuves, considérée comme sacrée, source de vie, est également symbole de pureté. En effet, après l'incinération des morts, les cendres de ces derniers y sont respectueusement dispersées. Le stupa de Bodhnath, lieu de culte bouddhiste le plus grand du Népal. Son architecture simple, voire austère, lui confère au regard des Népalais puissance et respect. Les yeux de Bouddha, peints sur cet ancien monument, regardent la ville en contrebas.
Après avoir exploré la cité, c'est par un bus local que débute l'expédition. 20 heures de bus commencent sur une petite route sinueuse, dangereuse et détruite par la mousson. Sur cette route unique, beaucoup de camions et de bus traversent ces villages typiques et il n'est pas rare de dépasser un camion dans le fossé. Le voyageur ne peut manquer d'être ébloui par la diversité des paysages, des plaines plates et quadrillées, des basses terres du Térail, aux versants abrupts de la chaîne himalayenne. L'aéroport de Nepal-Ganja n'en a que le nom. L'attente d'un vol pour Jumla, lieu de départ de notre marche d'approche, varie entre quelques heures et quelques jours. Nous avons eu de la chance. Le nôtre décolla 24 heures après l'horaire prévu. Afin d'atteindre les régions les plus reculées, le Népal a développé les voies aériennes. Et c'est par une des 40 pistes d'atterrissage du pays qu'il est possible d'atteindre Jumla. À l'extrême ouest du Népal et à quelques 360 km de la capitale, s'étend cette haute vallée recouverte de forêts et de pâturages, dominée par de longues chaînes montagneuses. Au fil des siècles, les générations ont sculpté leur existence précaire sur les pentes raides et les contreforts de l'Himalaya. Ici, une population clairsemée cultive un sol pauvre et sec. Elle pratique une agriculture céréalière de base, principalement le riz. Comme toutes les autres expéditions en Himalaya, celle du GAM commence par une marche d'approche. Maintenant, les jambes sont l'ultime moyen de transport. Les porteurs locaux prennent donc le relais du portage vers ces villages éloignés de la vallée de Jumla. Au total, 6 jours de marche et une centaine de kilomètres seront nécessaires pour rejoindre, le 18 septembre, le camp de base à 4000 mètres d'altitude, au pied du massif du Tripura Yunchuli. Les porteurs portent de grands dokos, sortes de paniers profonds portés sur le dos et maintenus à l'aide d'une courroie qui entoure le front. Avant midi, l'équipe des porteurs de l'agence de trekking s'arrête et prépare le repas. Les rôles sont parfaitement définis. Le cuisinier établit le repas qui sera préparé par ses aides. Le repas des Népalais est bien différent du nôtre. Ils préparent leur feu ainsi que la pâte pour les chapatis, ces sortes de galettes à base de farine de blé et d'eau. Ils se nourrissent également de fruits et de baies qu'ils cueillent pendant la marche, dans les bois ou en bordure des chemins. Certains ne mangent pas et fument la sulpa, en guise de coupe-faim. À chaque arrêt, nous sommes la cause d'un attroupement de jeunes tout aussi curieux que méfiants. Plus étonnant que notre style européen, la caméra et ses accessoires. Puis Rouhani en profite également pour soigner quelques bobos. Après un périple d'environ 7 jours, l'expédition débouche dans une vallée glaciaire à plus de 4000 mètres.
D'après le guide local, qui est d'ailleurs la seule personne connaissant la région, nous sommes au pied du Tripura Yunchuli. Dans ce pays, aucun bruit de moteur. Il n'y a plus d'électricité, d'eau chaude et de confort. On vit au rythme du soleil, de la nature. Les hauts plateaux vont donc permettre aux membres de l'expédition de définitivement laver leur cerveau des brumes occidentales qu'ils pourraient encore avoir après leur départ de Paris. Comme tous les matins, l'équipe de Tam Serkou apporte le thé à la tente. Aujourd'hui, Alain, parti plus tard de France, a rejoint l'équipe. Ça, je suis bien dans la boîte là. Michel a des doutes sur la triangulation. Ses visées à la boussole ne correspondent pas à la carte. Le 21 septembre, c'est la consternation dans l'équipe. Le camp de base n'est pas le bon, c'est une mauvaise vallée. Il s'avère en effet que les Népalais n'en connaissaient que le nom anglais, c'est un comble, le Hanging Glacier Peak, et qu'ils l'ont ainsi confondu avec le Bijala Yunchuli. À cause de cette erreur de topographie, près de 2 semaines sont perdues, 2 semaines prévues pour l'ascension. C'est assez pour empêcher 2 équipiers de poursuivre. Juani et Francis doivent en effet être impérativement de retour en France avant nous, faute de congés suffisants. Ils doivent renoncer, la mort dans l'âme. L'expédition retourne alors à Tatopani, lieu où l'équipe a fait fausse route. Ce soir, c'est l'anniversaire de Mariano. Pour fêter l'événement, le cuisinier a sacrifié une biquette. Elle est belle celle-là. Ça, on la veut le filmer, hein. Ah ouais. Tu sais que ça, Mariano, c'est très mauvais pour les problèmes de dos. Hein. Oui, je sais. Ah, ouais, bah, j'en prends pas. Hein. Non, il vaut mieux pas, Mariano. Ah, non. Tu sais comment c'est. Happy birthday to you. Vas-y là. Happy birthday to you, Mariano. Happy birthday to you. Au petit matin, les 6 membres de l'expédition, accompagnés de 10 porteurs, se remettent en marche dans la vallée de la Jagdula Kola. Enfin, pour la première fois, le sommet du Tripura Yunchuli 2 est aperçu. Le massif du Kanjiroba se caractérise par son isolement hostile et l'absence totale d'habitations humaines. Malgré la courte distance pour rejoindre le réel camp de base, il faudra compter 3 jours d'efforts. En effet, le terrain est très accidenté et dépourvu de chemin en raison des flancs abrupts de la vallée. La marche est dure et souvent inhumaine pour l'équipe lestée de charges de 20 à 30 kilos. Pour cette nuit, nous improvisons un bivouac au pied d'une falaise d'une dizaine de mètres, quelque peu en surplomb. Ce lieu est bien connu du guide, qui vient régulièrement passer ses nuits pendant plusieurs semaines lorsqu'il chasse le mouflon. Notre amitié avec les porteurs se construit au fil des jours. Nous partageons le même thé et les mêmes repas autour d'un même feu, ce qui n'était pas arrivé encore depuis le début de l'expédition. L'autre fois, il coupait, il y en a un qui l'a appelé. Il a fini son chou sans regarder. Moi, je fais ça, le chou il est rouge à la fin. Hein. Pendant la préparation du repas et en guise d'apéritif, Alain initie les porteurs à la descente en rappel. Ceux-ci ne résistent également pas à prendre d'assaut notre hamac de parois.
Non, mais... Ông cút vào rồi con. L'approche vers le camp de base continue. 100 mètres de corde fixe prévus pour l'ascension sont utilisés pendant la marche d'approche afin d'assurer le passage des porteurs et de leurs instables bagages. En effet, nous devons longer ce torrent où l'eau qui jaillit des glaciers tétanise les muscles. Au fur et à mesure de leur approche, les hommes se sentent de plus en plus écrasés par le gigantisme de cette montagne. À l'excitation du départ succède l'oppression. Le défi semble monstrueux. Mais lorsque l'expédition doit traverser cette rivière à fort débit, un seul moyen, la tyrolienne. Alain, encordé, rejoint l'autre rive et fixe la tyrolienne. Puis, c'est le passage interminable des bagages et des hommes. Au seuil du 3e jour de marche dans cette vallée, notre but est atteint. Nous sommes au camp de base, dans une vallée glaciaire, au pied du véritable Tripura Yunchuli. Bien que la chasse ne soit pas autorisée dans cette région protégée, notre guide nous invite à partager son repas. Au menu, mouflons au feu de bois. Parce que là, je dis... About 20 together. Yeah. It was running. Very good. L'expédition voulant atteindre le glacier suspendu s'acharne alors sur l'arête sud. Les 4 porteurs restants nous aident jusqu'à 4400 mètres. Les nuages du fond de la vallée montent plus vite que nous, ce qui nous oblige vers 17 h à installer le camp 1 à 4800 mètres. Après ce camp 1, nous n'avons pu, pour des raisons de sécurité, atteindre les 5200 mètres du bas du glacier suspendu. La roche était trop instable. Le 4 octobre, dans une deuxième tentative, nous forçons une voie par un accès nord-ouest. Alors s'engage une véritable course contre la montre. En tenant compte du temps nécessaire pour le retour, il ne nous reste plus que 5 jours pour parcourir les 3000 mètres de dénivelé inconnu. Mais pas de précipitation. Il faut à nouveau répartir les charges et faire une sélection minutieuse de l'équipement qu'il faudra porter pendant l'ascension. 2 cordées se mettent en place, la première composée d'Alain et de Didier, la deuxième de Michel, Vincent et Olivier. Quelques nausées, quelques maux de tête, c'est sous cette forme que l'altimètre physiologique de chacun signale l'altitude. Mais attention, à pareille altitude, le risque c'est aussi l'œdème cérébral et une faim brutale. La progression sur le glacier est une nouvelle phase qui contribuera à habituer un peu plus l'organisme à la raréfaction de l'oxygène. Il faut adapter son corps à l'altitude. La cordée de 3 doit s'arrêter, conséquence d'un problème lombaire dont Michel est victime. Parfois, il faut savoir attendre, c'est la montagne qui décide, mais c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Le 7 octobre au matin, la cordée de Michel repart avec 1 jour de retard afin d'atteindre le camp 1 à 5230 mètres.
aucun endroit plat sur le glacier. Il faut creuser dans la pente de neige afin d'établir le bivouac. 17h, c'est l'heure de transmission avec Mariano, resté au camp de base. Si jamais tu m'entends, je te passe les infos. Bon, Alain est toujours devant. Ils ont fait un camp plus haut, je ne sais pas quelle altitude. Nous, on a fait un deuxième camp à 5200 mètres. Demain, on va essayer d'aller le plus loin possible. Je pense pas qu'on atteigne le sommet. On redescendra pour arriver le 10, pour joindre les porteurs. À toi. Sous le bivouac, la condensation est telle qu'après une nuit, toutes les affaires sont mouillées et gelées. Il faut faire fondre la neige pour avoir un peu d'eau. Mais, comparé à l'expérience elle-même, ces difficultés sont secondaires. Les paysages sont d'une étonnante beauté. La situation dans laquelle nous nous trouvons, exceptionnelle. Sentir son corps et son esprit en complète harmonie avec la montagne est une expérience unique et merveilleuse. « 8 octobre et dernier jour d'ascension prévu, il sera donc impossible pour la deuxième cordée d'atteindre le sommet. C'est ici, à 5520 mètres, que se termine l'ascension pour Michel, Vincent et Olivier. D'ici, nous apercevons la cordée d'Alain et Didier se rapprochant des 6400 mètres du sommet vierge. Le paysage est magnifique. La montagne est à la hauteur de sa légende. Le silence s'impose pour les hommes. Régulariser son rythme. Économiser son oxygène. Et surtout, s'imprégner de la montagne. Le 8 octobre 1993, l'exploit pour 2 alpinistes du GAM. Ils contemplent le monde à 6420 mètres au sommet du Tripura Yoncholi. Malheureusement, ils ne s'y attardent pas car la nuit les surprend. Aucun d'entre eux n'aurait pu gravir cette montagne sans les autres. Un exploit en commun qu'ils sont fiers de se partager. La montagne, un monde superbe mais difficile. C'est sur ces images magnifiques que cette émission se termine. Madame, mademoiselle, monsieur, nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine.
the sun.